Bonjour à tous, bonjour chers apprenants, ravi de vous retrouver comme tous les matins. Je sais que vous êtes encore là, toujours au rendez-vous, stylo, crayon, bloc-notes, le tout sur la table pour nous accompagner. En tout cas, sachez que pour nous, c'est un plaisir de vous servir dans la salle des profs et toujours en compagnie du docteur Massamba. Docteur, bonjour. Bonjour à tous, c'est un énorme plaisir, comme je le dis tout le temps, de recevoir sur tapis rouge les enseignants à tes côtés. Et c'est un plaisir aussi de voir l'enthousiasme que tu développes et qui nous encourage à venir tous les jours. C'est un moment pour dire merci à l'ensemble des collègues de tous les niveaux, du préscolaire jusqu'aux universités qui nous envoient leurs contributions, qui nous appuient, mais particulièrement les collègues qui bravent avec leur masque la rue et qui viennent donner des cours ici gratuitement et qui n'attendent absolument rien en retour. Je sais qu'ils ont pris de leur temps, du temps de leur famille, du temps du confinement pour venir consacrer ce temps-là à ce qu'ils ont de plus cher, la transmission du savoir. Je rappelle que nous sommes à la salle des professeurs, pour une fois ouverte, à l'œil de l'élève. Nous ne sommes pas dans la classe, nous ne sommes pas dans le e-learning, nous ne sommes pas dans le téléenseignement avec des groupes maîtrisés. Nous sommes dans la remédiation par les médias, qui est un mode très compliqué et très technique qu'il faut maîtriser, dont il faut maîtriser les contours pour pouvoir en juger de la qualité. Mais merci à tous les enseignants d'Afrique qui m'appellent, les enseignants sénégalais qui sont dans des pays marocains, dans les pays algériens, Tunisie, tous les pays et qui nous disent ce qu'il faut faire pour que cela s'améliore. Merci beaucoup, docteur Massamba. Sachez que c'est toujours un plaisir, un honneur de travailler avec vous et d'être là dans la salle des profs grandement, exceptionnellement ouverte pour vous, chers élèves, mais principalement pour les tout petits. Vous n'êtes pas encore au lycée, mais vous pouvez accéder à la salle des profs grâce à l'inspecteur Damsek, tonton inspecteur si vous préférez. Merci d'être là, inspecteur. Bienvenue, ravi de vous retrouver aussi. Merci beaucoup, Astumben. Ravi de vous retrouver aussi. Surtout de retrouver les chers petits qui, je le pense bien, avaient encore envie de me revoir. Mais ce sera ainsi, il faudra maintenant vous y habituer. On va de temps à autre laisser la place aux collègues instituteurs. Je dis bien collègues, bien qu'étant inspecteur, mais je me considère toujours comme étant enseignant. Car c'est la chose que je sais le plus faire au monde, c'est pourquoi d'ailleurs je suis là. Et en profiter pour saluer l'IF de Bakel, entre les mains de qui je suis passé, Al-Foussein Oussar, et un collègue Massata Diop, qui sont tous à Bakel. Merci beaucoup, inspecteur. Et naturellement, comme tous les matins, dans la salle des profs de la télévision Futur Média, nous démarrons par vous, parce que je sais que ce n'est pas évident de garder les tout petits dans la salle pratiquement plus d'une heure. Ce n'est pas évident, donc nous démarrons par vous, histoire de les libérer. Après, pour qu'ils puissent aller finir le petit déjeuner, relire les cours et ne pas oublier aussi votre livre de la semaine. Nous en reparlerons tout à l'heure. Inspecteur, à vous. Merci beaucoup. Merci. Donc aujourd'hui, nous allons... Je vais en profiter aussi. Confinement. À défaut d'avoir un masque sur le plateau, mais il n'est pas bien loin. Merci. Le geste réflexe, qui est passé de geste barrière à geste réflexe. Comme dit le docteur Massamba, ça doit maintenant être un réflexe. Ceci étant dit, nous allons aujourd'hui travailler avec l'étape 2, c'est-à-dire le C1 et le C2, en résolution de problèmes. Et avant d'entrer dans le cours d'aujourd'hui, parce que cela, professeur Dr Massamba, c'est des choses qui les poursuivent jusqu'au CM2. Et presque dans tous les problèmes du primaire, il y a ce qu'on appelle le sens de la multiplication. Donc, dans les examens de fin d'année, les CFA notamment, c'est pourquoi donc nous allons d'abord faire cette entrée matière en ça, pour le C1 et le C2, pour que vous puissiez comprendre pourquoi on fait une multiplication. Je dis par exemple, papa a acheté 5 paquets. Ça va me dire que Khana a décrégoul. Il a trop mangé. C'est qu'elle a trop mangé ce matin. Je m'en doutais. C'est quel niveau? C'est C1? Nous sommes dans C2. C1, C2. Ah, d'accord. 5 paquets de sucre à 900 francs
l'un. Combien a-t-il dépensé en tout? Vous avez vu? Je vais lire pour vous. Et vous allez lire en même temps que moi. D'accord? On y va. Papa a acheté 5 paquets de sucre à 900 francs l'un. Combien a-t-il dépensé en tout? Qu'est-ce que nous avions dit? Il faut d'abord... Non, pas toujours toi, Mme Lolo. Donc, Koudi, tu es trop petite pour ça. Voilà, Abdou, merci. Identifiez les données. Comme vous l'avions dit, vous avez les données ou informations utiles et les données ou informations inutiles. Vous avez aussi ce qu'on appelle les données numériques et les données non numériques. Ici, 5, d'accord. Que représente 5? Que représente 5 dans cette annoncé? Quand je dis papa a acheté 5 paquets de sucre à 900 francs l'un, à quoi renvoie 5? Que représente 5? Oui, c'est le nombre de biscuits. Hein? C'est le nombre de paquets. Voilà. Donc 5, c'est le nombre de... C'est le nombre de paquets. 5, c'est le nombre de paquets. Et que représente 900? C'est le prix d'un paquet. Si vous allez à la boutique, Moussa, combien de fois tu vas donner 900 francs? Tu achètes 5 paquets. Chaque paquet coûte 900 francs. 1 paquet, 2 paquets, 3 paquets, 4 paquets, 5 paquets. Et ça, ce sont des paquets de sucre. Chaque paquet coûte combien? 900 francs. 900 francs. Celui-là aussi, 900. Ce paquet-ci, 900. Ce paquet-là, 900. D'accord? Si on met seulement ici francs, c'est bon pour le reste. D'accord? On n'est pas un multiplicateur de billets. Hein? Là, on est en résolution de problème. Donc, ce qui nous intéresse, c'est que le problème soit résolu. Maintenant, que l'on puisse mettre ici francs, 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 que ça ne vous dérange pas trop. 900 francs. Il y a combien de paquets ici? Oui, voilà, 5 paquets. Il y a combien de 900 ici? 4. Non, compte bien toi aussi, c'est devant toi. 5, voilà. Quelle opération faudra-t-il faire ici? Oui, Fatoumata? Une addition. Oui. Qu'est-ce qu'on va faire? Oui, c'est très clair. 900, plus 900, plus 900, plus 900. On s'arrête là. On va revenir. Maintenant, quand je dis, il achète 320 sacs de riz. Il achète 320 sacs de riz à 18 000 francs l'un. Peut-être bien que c'est le meilleur magasin de Malicounda. Il achète 320 sacs de riz à 18 000 francs l'un. Qui peut acheter 320 sacs de riz? Oh, c'est pas un peu de famille. Peut-être que c'est le maire, l'un des maires de ces collectivités locales au Sénégal. Ici, combien de fois il va donner 18 000? 320 fois, tu as compris. Est-ce que si on pourra faire 18 000 plus 18 000 plus 18 000 plus 18 000, 320 fois? Oui, c'est possible. Mais tu risques de faire là-bas 48 heures. Et ton cahier de 100 pages risque de finir. Donc, si nous retournons, qu'est-ce que vous allez avoir ici? On peut faire une addition, quand ce n'est pas long. On peut faire ici 900, 2 fois, 3 fois, 4 fois, 5 fois. On peut faire ça, parce que ce n'est pas long.
Mais quand c'est long, comme ici, on ne peut pas faire 18 000 plus 18 320 fois. Qu'est-ce qu'on va devoir faire alors ici? On donne 18 000 combien de fois? 320 fois. Répète, 320 fois. Et fois renvoie à quelle opération? C'est toi qui l'as dit, hein? Quand tu es dans la table de multiplication, qu'est-ce que tu dis? Deux fois. Donc fois renvoie à quoi? Fois renvoie à la multiplication. Donc ici, au lieu de faire 18 000 plus 18 000 plus 18 000, 320 fois, la multiplication nous permet de raccourcir l'addition. Fois 320. Et vous pourrez calculer. Donc, à chaque fois que vous êtes dans Dr Massamba Gueye achète 18 tablettes de fromage à 6 000 francs la tablette, parce qu'il les adore, ou bien il passe à la station service que je ne saurais citer ici pour vous acheter ce que vous savez. Quand on dit l'un, quand on dit chaque, quand on dit le paquet, il faut penser à la multiplication, quand il est possible de faire une addition. Ceci étant dit donc, nous allons entrer dans ce qui a été concocté aujourd'hui et nous sommes toujours au CE2. On va vous inviter à compléter un raisonnement. Les élèves du CM1, ne quittez pas, restez. Il ne faut pas fuir, hein? Bien. Donc, ça c'est valable aussi bien pour le CE1, CE2 que pour le CM1 et une partie du CM2. C'est-à-dire ces gains et ces javelins-là qui n'apprennent pas leurs leçons. Donc, suivez tous. Soit la résolution suivante. Vous avez ici une résolution. 270 divisé par 15 égale 18. Le nombre de rouleaux achetés est de 18. 27 500 fois 18 égale 495 000. Le prix d'achat des rouleaux est de 495 000 francs. Ensuite, 495 000 fois 12 divisé par 100 égale 59 400. Le prix de la pause est de 59 400. Voilà la résolution de ce problème. Maintenant, on va expliquer, et vous laissez ça ici, qu'on va devoir corriger demain, s'il plaît à Dieu. On va exploiter ensemble. Soit le problème qui correspond à cette résolution. Pour clôturer son jardin, Matar Gueye, non, de Molen Baye, non, celui-là, il est à Warang, Pour clôturer son jardin, Matar Gueye utilise mètre de fil de fer, d'accord, acheté par rouleau de mètres. Chaque rouleau coûte tant de francs. Il paie les frais de pose correspondant à du prix total de fil de fer. Est-ce que c'est à la moitié? Est-ce que c'est à un pourcentage? Est-ce que Calculez la somme totale dépensée. Quelle est la consigne? Je vous demande, en vous appuyant sur la résolution qui est là, complétez les données qui manquent à ce problème. Et ne vous en faites pas. J'installe la concurrence dans le salon. Après que l'émission sera terminée, restez avec maman, ou papa, ou le grand frère qui est en terminale. Que cette interaction-là, qui ne saurait se faire ici, continue dans le salon. Nous sommes dans une émission réellement interactive. Parce que si nous parlons ici, le cours continue dans le salon. Et c'est ce qui va vous permettre vraiment de vivre ce confinement sans vous ennuyer. Je reprends une toute dernière fois et on s'arrête là jusqu'à demain, Inch'Allah. Voilà une résolution, c'est-à-dire c'est la solution de ce problème-là. Voilà la solution. Maintenant, je vous redonne le problème en enlevant les données. Qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez retrouver les données à partir de la résolution. Et quand vous les aurez retrouvées, vous les mettez dans le problème. Une fois que ce sera fait, vous n'aurez plus besoin, car vous aurez compris et résolu ce problème. Voilà, s'il me reste 2 ou 3 minutes, j'offre ça à vos grands frères.
Merci beaucoup, inspecteur. Je pense, vous l'avez bien dit, le cours continue dans le salon et nous en avons la preuve avec la multitude de productions d'écrits que nous avons reçus et aussi les résolutions de problèmes. On sent que les jeunes, ils sont les plus petits peut-être de la salle des profs, mais ils sont très, très engagés et ça fait plaisir. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci. Donc, attention, chers petits, vous avez vu les explications avec inspecteur Seck, tonton inspecteur, si vous préférez. Donc, à vous pour retrouver les données qui sont proposées dans la résolution de l'énoncé. N'est-ce pas, inspecteur, c'est bien ça? C'est bien ça. D'accord. Donc, ils ont un travail à faire aujourd'hui et prenez la journée pour vous y mettre, Inch'Allah. Peut-être aider de papa, maman, papi, mamie, grand frère, grande sœur. Tout le monde peut mettre la main à la pâte pour avoir un excellent résultat et l'envoyer sur la page Facebook ou bien sur igfm.sn. En tout cas, sachez que c'est toujours un plaisir pour nous d'échanger avec vous les petits et nous sentons que vous êtes des héros. Vous faites énormément d'efforts pour partager avec nous tout ce que vous produisez et ça fait plaisir. Merci beaucoup. Maintenant, après inspecteur, nous allons recevoir quelqu'un que vous commencez à connaître très bien dans la salle des profs, inspecteur Massamba, monsieur Ly Ousmane. Merci beaucoup. Merci d'être là. La dernière fois, il était là avec nous, professeur de SVT, sciences de la vie et de la terre. Nous avions vu l'immunité ou la réponse immunitaire. Aujourd'hui, il va nous permettre et permettre aux élèves qui sont en classe de terminale de mieux comprendre les groupes sanguins. Nous en avons énormément besoin, que ça soit en classe ou bien dans la vie de tous les jours. Monsieur Ly, merci d'être là. Bonjour Assoumane, bonjour docteur, bonjour inspecteur. Avant de commencer, comme réflexe conditionnel, maintenant, on dit réflexe conditionnel. Le fait d'avoir l'habitude de le faire, ça devient un réflexe conditionnel. Ce n'est pas en terminale, c'est surtout en troisième pour être un peu... D'accord, excusez-moi alors. Merci beaucoup. La précision est importante. C'est l'immunité toujours, presque. Mais cette fois-ci, l'autre jour, on avait vu l'immunité contre les microbes. Cette fois-ci, parce que l'immunité ne s'arrête pas seulement contre les microbes. Ça intervient aussi contre les tissus ou bien les cellules provenant de notre organisme étranger. C'est ça qu'on appelle une spécificité immunologique. Un autre exemple de spécificité immunologique. Et on va voir plus précisément les groupes sanguins. Donc, groupe sanguin, parce que ça a parti d'une découverte d'abord, parce que c'est un constat qui a amené à découvrir les groupes. Notre exemple de spécificité immunologique. Notre exemple de spécificité immunologique, les groupes sanguins. C'est à partir d'un constat. Parce que si on regarde le sang à l'œil nu, tout semble identique. Mais à partir maintenant des recherches qui a poussé à amener les groupes sanguins. Donc il y a une activité à réaliser ici. En regardant ici l'activité, ici, ça nous permet de découvrir les groupes sanguins. Parce que si on regarde bien, on a dit activité 1. Donc c'est Richard Rowe, médecin britannique, qui a effectué le premier des transfusions sanguines d'un animal à un animal. Mais le premier à transfuser avec succès du sang d'un animal à un jeune garçon anémique de 16 ans, 2 ans plus tard, fut Jean Denis. Cependant, des incidents se multiplièrent. Et si la transfusion réussissait parfois, elle ne faisait souvent que précipiter le décès. Parce que si on fait la transfusion, c'est pour sauver l'individu. Mais à partir de ce constat ici, parce qu'il y a beaucoup de conséquences qui provoquent le décès de la personne transfusée. C'est maintenant, à partir de ce moment maintenant, que ça a étonné un peu. Un liquide aussi important, comment ça peut provoquer la mort d'un individu. Regardez, lorsqu'il commence maintenant à ses recherches, d'abord il commence dans son laboratoire, il fait des prélèvements. Et ces prélèvements maintenant, il fait des combinaisons 2 à 2 de son personnel. Il voit des fois le sang. Il y a des mélanges qu'on appelle des mélanges homogènes, des fois il y a des mélanges qu'on appelle des mélanges hétérogènes. Il constate à part de cela que les sangs ne sont pas identiques. Si vous regardez bien,
Ça va permettre maintenant de rechercher ici, parce que à partir du texte, maintenant, relever 3 circonstances. Parce que déjà, l'échec, la transfusion sanguine, l'agglutинation des hématies. Parce que quand les hématies, dans le sang qu'on a mélangé, il y a des cailloux, il y a des morceaux, les hématies se collent les unes contre les autres. Et il y a d'autres cas maintenant, il y a rien ne se passe. Donc ça veut dire que ces sangs-là peuvent aller ensemble, les autres sangs ne peuvent pas aller ensemble. Ce qui a amené maintenant à dire que les sangs sont différents. C'est ce qui a poussé maintenant à découvrir les groupes sanguins. Ce sont ces recherches-là. Maintenant, on va passer maintenant à la transfusion sanguine. D'abord, notion de groupe sanguin. Notion de groupe sanguin. En 2 maintenant, la transfusion sanguine. Qu'est-ce que c'est la transfusion sanguine? Qu'est-ce que c'est la transfusion sanguine? La transfusion sanguine, c'est de donner du sang à une personne qui est en besoin, déficitaire. Mais pour cela maintenant, puisqu'on a fait la découverte des groupes sanguins, il faut que les sangs soient maintenant... D'abord, il faut que les sangs peuvent aller ensemble. Donc ce qui amène maintenant une notion de compatibilité. Notion de compatibilité et d'incompatibilité sanguine. Notion de compatibilité et d'incompatibilité sanguine. Maintenant, si vous regardez bien, regardez ici. On fait le prélèvement de 400 différents. Maintenant, si on prend S1, S2, on fait la combinaison, on a ici un mélange homogène. Cela veut dire que ces deux sangs-là peuvent aller ensemble. Et regardez S3, S4, regardez le résultat. Il y a des morceaux d'hématies qui sont collés, les unes contre les autres. Le mélange est hétérogène. Donc ces deux sangs-là ne peuvent pas aller ensemble. Donc c'est pour là qu'on dit que ces deux sangs-là sont incompatibles. Ici, les sangs sont compatibles. Deux sangs qui peuvent aller ensemble sont compatibles. Deux sangs qui ne peuvent pas se mélanger sont incompatibles. Ce qui nous amène maintenant à déterminer les groupes sanguins. Pour déterminer les groupes sanguins maintenant, on a ici les sérum tests. Les sérum tests. On a les sérums. Donc, sérum test. Maintenant, il y a des sérums anticorps, sérum anti-A. Ou bien je vais revenir un peu avant de venir sur les déterminations des groupes sanguins pour donner un peu les caractéristiques des groupes sanguins. Pour donner les caractéristiques des groupes sanguins. Des groupes sanguins. Pour les caractéristiques maintenant. Parce que dans la réponse immunitaire, là-bas, on avait vu qu'il y a des antigènes qui provoquent la production d'anticorps. Ici maintenant, il y a ce qu'on appelle il y a aussi des antigènes qui, les aimants, si on prend sur les globules rouges. Il y a deux types d'antigènes, ou agglutinogènes. Deux types. Antigènes ou agglutinogènes A, B. Cette fois-ci, les anticorps ne sont pas fabriqués par à cause de ces antigènes, mais ces anticorps sont naturels. Dès qu'il y a deux types d'anticorps aussi. Ils sont des anticorps naturels. Il y a des anticorps anti-A et anticorps anti-B. Maintenant, anticorps ou agglutinine. Maintenant, pour le groupe A, ces hématies, maintenant, cette fois-ci, portent l'antigène
A. Et dans son sang, on a l'anticorps naturel destiné contre l'antigène absent. Si vous regardez bien ici, quel est l'antigène absent? C'est l'antigène B. Donc dans son sérum, on a l'anticorps anti-B. Si on prend le groupe B, donc on a l'antigène B. Maintenant, quel est l'antigène absent sur ces hématies? A. Donc on a l'anticorps anti-A. On a un autre groupe encore, le groupe AB. Cette fois-ci, on a les deux antigènes. A et B. Maintenant, quel est l'antigène absent? Il n'y a pas d'antigène absent, donc il n'y a aucun anticorps. Il n'y a aucun anticorps. Il y a aussi le groupe qu'on appelle le groupe O ou bien 0. Ici, comme le nom l'indique, il n'y a pas d'antigène. Pas d'antigène. S'il n'y a pas d'antigène maintenant, donc quels sont les anticorps qui sont absents? Les antigènes qui sont absents, il y a les deux. Donc il y a anticorps anti-A et anticorps anti-B dans son placement. Anticorps anti-A et anticorps anti-B. Donc pour revenir en résumé, chaque groupe sanguin est caractérisé par l'antigène qui est sur ces hématies et dans son plasma, dans son sérum, il y a l'anticorps destiné contre l'antigène absent sur ces hématies. Et l'anticorps ici est naturel, ça existe depuis la détermination du groupe sanguin, l'existence du groupe sanguin. Maintenant, si on revoit bien maintenant, ces anticorps-là, ces sérums vont permettre maintenant de déterminer les groupes sanguins. Regardez ici, on a le sang 1. Si on prend le sérum anti-A, cela veut dire que ça renferme des anticorps anti-A. On le met avec le sang. Comment est le mélange ici? Oui, le mélange est homogène. Donc cela veut dire que les anticorps qui sont là n'ont pas rencontré l'antigène correspondant. Donc A est exclu, le groupe A est exclu. On met anti-B, c'est-à-dire le sérum contenant des anticorps anti-B. On le met avec le sang 1, ça se trouve maintenant, il y a agglutination. Cela veut dire que ces anticorps-là ont rencontré l'antigène correspondant. Donc ça, sur ces hématies, il y a l'antigène B. Donc le sang du groupe 1 et le sang du groupe B. C'est comme ça qu'il faut analyser. Chaque fois qu'on met le sérum, s'il y a agglutination, cela veut dire que l'anticorps n'a pas rencontré l'antigène correspondant. Et s'il y a agglutination, cela veut dire qu'il a rencontré l'antigène correspondant. Si on va maintenant ici, regardez au niveau de 103, avec l'anticorps anti-A, pas d'agglutination, donc il n'y a pas d'anticorps A. Avec l'antigène anti-B, il n'y a pas agglutination. Donc quel est ce groupe? Le sang du groupe B, le 103 et du groupe O. Si on revient maintenant du 102, il y a agglutination avec l'anticorps anti-A. Donc cela veut dire que si les hématies du 102, il y a antigène A. B, il n'y a pas agglutination. Donc c'est le groupe A. Il y a agglutination avec les deux types d'anticorps. Donc cela veut dire qu'il y a la présence des antigènes A et antigène B, ce qui amène le groupe A à B. Donc maintenant, il y a condition de transfusion. Donc ça, ce sont les caractéristiques des groupes sanguins que je viens de déterminer. Regardez sur les hématies, il y a les antigènes, sur le sérum, il y a l'anticorps. Je viens de le faire tout à l'heure que j'ai écrit là-bas. Le tableau résume tout. Donc, avant maintenant, possibilité de transfusion sanguine.
La transfusion sanguine, c'est de donner du sang à une personne déficitaire. Maintenant, pour cela, ça répond à certaines normes. Donc, pour faciliter cela, donc on met d'abord nos 4 groupes. O, A, B, AB. Donc la meilleure transfusion d'abord, il faut respecter d'abord les conditions d'hygiène. Il faut que le sang soit sain, pas de microbes. La meilleure transfusion se fait à l'intérieur du même groupe. C'est-à-dire qu'on prend le sang O, on donne ça à O. On prend B, on remet à B. A, on donne ça à A. AB, à AB. Mais il existe d'autres conditions de transfusion encore. Il faut que dans le sang du receveur, il n'y a pas d'anticorps contre les antigènes du donneur. Si vous regardez ici bien, le O, on avait vu que le O n'avait pas d'antigène. Donc, il peut aller n'importe où. Il peut aller n'importe où. Il peut aller n'importe où, parce qu'il n'a pas d'antigène. Là où se trouve maintenant, même s'il y a des anticorps, les anticorps n'auront pas d'antigène à fixer. Et si vous regardez ici encore le A, à part le A, où il peut aller sans trouver les anticorps anti-A, dans A, AB. Où peut aller B maintenant, à part le B, pour ne pas trouver d'anticorps anti-B, à AB. Si vous regardez ce schéma-là, le O peut donner à tout le monde. On l'appelle donneur universel. Universel. Le AB peut recevoir tous les sangs. Receveur universel. Ce sont les conditions-là qu'il faut respecter. À part maintenant, on devait venir, puisque le temps nous comptait, il y avait le facteur résiste. Des fois, vous voyez dans les groupes, il y a plus, il y a moins. Je voulais revenir ça, mais puisque le temps est limité, parce que dans chaque cas, il y a 2 possibilités. Il y a O plus et O moins. Si les hématocytes présentent, il y a un antigène supplémentaire qu'on appelle antigène résiste. Des fois, si l'hématocyte porte l'antigène, on l'appelle O positif. Si l'hématocyte ne porte pas, on l'appelle O négatif. Donc, c'est le facteur résiste. C'est un facteur supplémentaire qu'on peut trouver sur les hématocytes, à part l'antigène A et B. Donc, si l'hématocyte, exemple, on prend le groupe A. On prend l'exemple le groupe A. À part l'antigène A, l'hématocyte peut porter un antigène supplémentaire, l'antigène D. Dans ce cas-là, on dit que c'est de résiste positif. Si l'hématocyte ne porte pas l'antigène, pas d'antigène, on l'appelle résiste négatif. Mais avec ce résiste-là, il y a des facteurs d'incompatibilité. Parce que si le sang, exemple A plus, on donne ça à A moins, pour la première transfusion, puisque c'est un antigène supplémentaire qui va se présenter dans l'organisme A moins, l'organisme A moins va réagir, va développer une réponse immunitaire, va fabriquer des anticorps anti-résist. Ces anticorps anti-résist, maintenant, deuxième transfusion, donc c'est la réponse secondaire qu'on avait vue comme la réponse immunitaire qui est rapide et importante, qui va éliminer les hématocytes du donneur. C'est le même cas où dans le cas d'un couple où la mère est moins, le papa est positif. Dans tout le cas, dans ce cas-là, l'enfant sera positif. Imaginez l'organisme donc de la mère va considérer l'enfant comme un corps étranger, va réagir, ce qui des fois amène beaucoup de conséquences dans les couples qui n'arrivent pas à avoir d'enfants, des fois des avortements très tôt, parce que l'organisme de la mère rejette l'enfant comme c'est un élément étranger. C'est compliqué dans notre société parce qu'auparavant... On va dire on l'a marabouté. On va marabouter. On va dire c'est la belle-mère qui ne veut pas. Mais heureusement, la science est développée maintenant pour résoudre tout cela. Parce qu'après chaque accouchement, on traite la mère pour éliminer tous les cellules mémoire, tous les anticorps. Chaque grossesse maintenant est suivie, ça peut aller. Mais auparavant, il n'y avait que des avortements. Il y avait échec. Parce qu'il y a une incompatibilité qu'on appelle photomaternelle. Parce que l'organe de la mère va conduire un enfant comme un corps étranger va l'éliminer.
Il y avait les greffes érigées, mais je pense que l'essentiel a été dit. Vraiment, merci jusqu'à la prochaine fois. Je vous remercie beaucoup. Il faut respecter les règles d'hygiène. Et le confinement, port de masque obligatoire. S'il n'y a pas de confinement, il faut porter les masques obligatoires parce que c'est la meilleure solution pour se débarrasser de cette maladie. Exactement. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Et peut-être après la pandémie, pensez à donner de son sang pour sauver des vies. Il y a souvent l'appel du Centre national de transfusion sanguine qui est confronté à d'énormes difficultés. Je pense aussi que c'est un combat. C'est un appel à donner à tout le monde parce que le don de sang, c'est quelque chose qui est un geste noble, parce que le sang, on ne peut pas le synthétiser. C'est seul l'organisme qui est capable de fabriquer ce sang. Et après un don, au bout de quelques heures, on récupère son sang. Mais même les hémorragies n'ont pas une durée très longue. À quelques instants, toutes les hémorragies sont détruites. Donc, le fait de donner son sang, c'est un geste noble qui peut sauver des vies. Parce qu'il n'y a pas où on peut fabriquer du sang, ou bien à part l'organisme. Chacun de nous peut être un donneur. Et moi, ce que j'aime dans le don de sang, c'est qu'il est un facteur de régulation sociale. Parce qu'à partir du moment où vous recevez du sang, vous ne savez pas qui vous a donné du sang. Vous ne pouvez plus dire mon sang est Diop, mon sang est Ndiaye, mon sang. C'est une activité humaine à haute responsabilité citoyenne, mais surtout, pour moi, il faut qu'on y réfléchisse. Le don de sang permet aujourd'hui de réguler des différences sociales. Nous sommes tous humains égales humains. Ce sont les groupes juste qui nous déterminent, mais ce n'est pas notre nom de famille qui va déterminer le type de sang que nous avons forcément. Donc quand vous recevez du sang, vous ne pouvez plus être là dans la rue à dire « je suis de tel sang ou de tel sang ». Vous êtes de tous les sangs parce que nous avons un sang unique. As-tu jamais vu du sang noir, nous disait Ismaël Lo? Non. Merci beaucoup, M. Ly. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Mille merci. C'est gentil. Merci pour la disponibilité, la générosité. Vous faites preuve de beaucoup d'humanité. C'est aussi une façon de sauver des vies, sauver toute une génération, ce que vous venez de faire dans la salle des profs de la télévision Futur Média. En tout cas, merci beaucoup. La dernière fois, c'était sur l'immunité ou la réponse immunitaire. Aujourd'hui, nous avons eu à échanger avec vous autour des groupes sanguins et Dr Massamba, éventuellement, prochainement, il va revenir avec d'autres cours. Il sera toujours avec un énorme plaisir, et pour les élèves et pour nous. Mais oui, et d'autant plus qu'il a ouvert des portes qui ne seront jamais refermées pour les élèves qui sont en classe d'examen. C'est l'identification des groupes, mais aussi ce qu'il appelle les anticorps. Aujourd'hui, il est très facile d'accéder à des informations sur Internet, mais son cours permet de montrer quelles sont les bonnes et les mauvaises informations. Donc vous avez tout sur Internet, mais un cours comme celui-là vous permet d'organiser ce savoir-là, et j'espère qu'il reviendra parce qu'il y a un calme et une pédagogie maîtrisée. Il y a une passion qu'on lit dans sa discipline, et comme je le dis, notre objectif c'est après son cours qu'un élève qui, dans une certaine série, ne s'intéressait pas à sa discipline se dise tiens, c'est aussi important que cela, parce qu'apprendre aussi, c'est pas juste apprendre pour avoir des diplômes. Apprenez pour avoir du savoir. Et le savoir amènera le diplôme, mais apprenez pour avoir une culture générale. Merci beaucoup, Dr Massamba. Merci beaucoup, Monsieur Ly. Merci pour ce cours autour des groupes sanguins. Maintenant, nous allons faire un peu de philosophie et nous allons accueillir Monsieur Bey Atoumane. Monsieur Bey, merci d'être là. Une première pour vous dans la salle des profs de la télévision Futur Média, mais c'est un énorme plaisir pour nous de vous recevoir. Merci. Oui, merci Astou-Ben, merci docteur, merci inspecteur. Nous sommes très ravis d'être là, et je pense que comme cela est de coutume ici et un peu partout, nous allons commencer par donc nous saisir du gel de l'alcogel, liquide alcogel, pour disons, respecter scrupuleusement les mesures barrières qui sont édictées par les professionnels de la santé, parce que je pense que nous sommes tous interpellés et que le combat, ce n'est pas le combat seulement du gouvernement, mais c'est un combat citoyen qui engage la responsabilité de chacun parmi nous. Et vous me permettrez aussi d'avoir une pensée toute particulière pour tous ces personnels soignants qui risquent leur vie pour essayer d'en sauver d'autres. Je pense qu'ils méritent tous les honneurs. Et
franchement, nous leur disons félicitations et continuez bien comme ça. Merci. Bon, merci beaucoup. Voilà, merci. Je ferai un torche aussi à l'arrêt parce que ma femme elle-même, elle en fait partie. Et alors, ça fait bon un mois courage. que je ne l'ai pas vu. Donc, je pense que ça fait vraiment honneur de les rendre cet hommage bien mérité. Merci beaucoup. Très bon courage au personnel soignant et principalement à Madame Bey, Monsieur Bey, de tout cœur avec vous. Alors, très bon courage. Mais bon, en attendant de retrouver Madame Bey, nous allons philosopher un peu. Ben voilà, vous avez parfaitement raison. Merci. Vous avez parfaitement raison. Alors, aujourd'hui, nous avons décidé d'entretenir nos apprenants et tous ceux qui nous suivent par rapport à un problème qui est extrêmement important, en tout cas dans les classes de terminale, le cours de philosophie. Je pense que mes prédécesseurs ont déjà eu à faire un travail remarquable. Ils ont beaucoup insisté sur l'importance, en tout cas, pour tout apprenant, de bien comprendre justement les grandes, en tout cas, divisions du programme. Parce que je pense que ce qui est primordial pour chaque apprenant, c'est de savoir que le programme de philosophie qui est dispensé en classe de terminale s'articule essentiellement autour de 4 domaines. Le domaine 1, le domaine 2, le domaine 3 et le domaine numéro 4, n'est-ce pas? Alors cela me permet déjà de pouvoir entrer dans le vif de mon sujet, à savoir les rapports entre la philosophie et les autres formes de savoir. Vous allez m'excuser, je ne suis pas aussi calligraphe que... Alors donc ici, de quoi nous allons parler exactement? Je pense qu'il est bon de commencer par préciser que lorsque vous dites philosophie, n'est-ce pas? Et ça, on le précise parce que vous me permettrez d'abréger un peu. Le mot philosophie déjà nous invite à quoi? J'ai entendu souvent le professeur dans les émissions précédentes essayer de procéder à un décloisonnement des savoirs, en essayant, comme il l'a fait tout à l'heure avec le sang. Il n'y a pas de sang rouge, ou n'est-ce pas, le sang c'est le sang, mais le savoir aussi c'est le savoir, parce que le savoir en soi est un tout. C'est l'homme qui peut-être, au fil de l'évolution des connaissances, avec l'éclatement des connaissances, a réussi tout simplement à créer de certaines spécialisations, c'est-à-dire en créant des cloisonnements entre les savoirs. Et je pense que ça, la philosophie nous le montre si bien. Parce que si nous interrogeons l'histoire de la philosophie, et que l'on s'en tient dans le cadre de la perspective de la pensée occidentale, puisque vous savez que l'origine même de la philosophie, elle donne toujours lieu à un débat extrêmement controversé, mais dans la tradition occidentale à laquelle nous sommes nourris, puisque nous parlons français, n'est-ce pas, l'idée est admise que la philosophie elle-même soit née précisément dans la cité, en tout cas dans un pays qu'on appelle la Grèce, plus précisément dans une cité qu'on appelle Ionie, plus précisément dans une ville qui s'appelle Milet, plus précisément dans une école qui s'appelle l'école de Milet, n'est-ce pas? L'école de Milet est une école qui a eu comme père fondateur un homme qui est connu pour être un grand mathématicien, mais qui n'est pas que mathématicien, il est aussi un grand philosophe, il s'appelle Thalès. Il est né à Milet et c'est pourquoi on le surnommait Thalès de Milet. Parce que les Grecs, ils n'avaient pas de nom de famille, c'était la cité de naissance qui représentait le nom de famille du philosophe, n'est-ce pas? Alors, comme nous parlons de la philosophie et les autres modes de savoir, donc, quand je dis philosophie, alors, qui fait œuvre de philosophie? Qui est, en tout cas, celui qui peut s'adonner à la philosophie? Je pense que la philosophie, en tant que réflexion, est le propre d'un être qu'on appelle homme, n'est-ce pas? Et quand je m'adonne à la philosophie, qu'est-ce que je cherche? Je suis à la recherche de quoi? Déjà, nous savons que si on s'en réfère à l'étymologie du mot philosophie, dont la paternité est attribuée à Pythagore de Samos,
La philosophie, dans son étymologie, se définit comme amour de la sagesse, n'est-ce pas? Alors, quand je dis amour de la sagesse, on comprend par là que le philosophe, naturellement, il est à la recherche de la sagesse, la recherche de la connaissance, la recherche du savoir. Mais est-ce que la recherche du savoir par l'être humain est née uniquement avec la philosophie? Absolument pas. Puisque si nous prenons la machine à remonter le temps, nous verrons que l'homme, depuis qu'il est présent sur Terre, il a toujours été habité par un besoin. Nous mangeons naturellement, nous dormons, nous nous accouplons, ainsi de suite. Mais ces besoins-là que je viens de vous citer, c'est des besoins vitaux, mais que nous avons en partage avec pratiquement tout le genre animal, n'est-ce pas? Mais il y a un besoin qui est propre à l'homme, qui est spécifique à l'homme, qui est consubstantiel à la nature humaine, et ce besoin, c'est justement ce que nous allons appeler le besoin de connaître, n'est-ce pas? Donc l'homme, en réalité, il n'est homme que par le biais de la connaissance. Ce qui place l'homme au-dessus de la bête, ce qui anoblit l'être humain, c'est tout simplement la connaissance. Alors ce besoin-là n'est pas né avec la philosophie, mais c'est un besoin qui est intrinsèque à la nature humaine. Alors question, dans ce cas, si le besoin de connaître n'est pas né avec la philosophie, mais un besoin qui est naturel à l'homme, donc comment l'homme faisait pour pouvoir expliquer les mystères du monde et de l'existence? Parce que l'homme est plongé dans une existence qui présente beaucoup d'énigmes. Cette existence se déploie dans un monde qui est plein de mystères, et l'homme a toujours essayé de repousser les limites de la connaissance pour venir à bout de son ignorance. Et c'est la raison pour laquelle, avant même la naissance de la philosophie, justement, les hommes essayaient de répondre aux questions qui se posaient, n'est-ce pas, sur le monde et sur l'existence. En quoi faisant? En se référant à une forme d'explication, et cette forme d'explication était essentiellement fondée sur ce qu'on appelle le mythe, n'est-ce pas? Il y avait la présence du mythe, il y avait la présence de la magie, il y avait aussi la présence de la religion, n'est-ce pas? Ces connaissances sont antérieures à l'avènement même de la philosophie. C'est la raison pour laquelle, pour parler des rapports entre la philosophie et les autres formes de savoir, il est bon déjà de réfléchir sur les rapports entre la philosophie et le mythe, la philosophie et la magie, la philosophie et la religion. Il nous restera maintenant une autre forme de savoir qu'on appelle la science, n'est-ce pas, qui est née en vérité au même moment que la philosophie, qui a cheminé avec elle pendant plus de 20 siècles avant qu'il n'y ait une rupture entre elles à partir du XVIIe siècle consacré par la révolution copernicienne. Et c'est dans ce contexte-là que l'on a commencé à s'interroger sur le rapport entre la philosophie et la science. Donc cela revient à dire que pour réfléchir sur la philosophie et les autres formes de savoir, nous allons parler forcément de la réflexion philosophique, naturellement, que nous allons essayer de comparer avec d'autres formes de savoir, au nombre desquelles va figurer la science, au nombre desquelles va figurer la religion, au nombre desquels va figurer le mythe, au nombre desquels va figurer la magie. On peut même ajouter ce qu'on appelle le sens commun, qui pour la plupart du temps aussi, pour certains hommes, peut être source de connaissances, même si c'est des connaissances qui ne sont pas toujours avérées, n'est-ce pas? Alors donc, quand je dis philosophie, je dis science. Je voudrais que nous sachions que toutes ces formes de savoir, en dépit de leur différenciation, elles ont quelque chose qu'elles partagent, et ce qu'elles partagent, c'est qu'elles sont, autant qu'elles sont, à la recherche du savoir. Mais qu'est-ce qui les différencie? C'est là que se pose
la question, n'est-ce pas? Alors, la philosophie, si je voulais la comparer à la science, je pense que ici, nous savons que la philosophie se fonde essentiellement sur deux piliers. Elle se fonde sur l'usage de la raison, elle se fonde également sur l'usage de l'esprit critique, n'est-ce pas? Alors, qui est philosophe? Parce que tout le monde n'est pas philosophe. Il ne suffit pas de penser pour se dire philosophe. Le philosophe pourrait être considéré comme un homme qui s'engage à penser de manière rationnelle, en faisant prévaloir son esprit critique et en convoquant toutes les idées au tribunal de la raison pour discerner entre le vrai et le faux. Je pense que pour les apprenants, il faut surtout retenir ici l'importance de l'esprit critique, n'est-ce pas? Aujourd'hui, si nous voyons un peu ce qui se passe, la plupart du temps, quand un homme accepte par oui dire tout ce qu'il entend, sans jamais exercer un discernement pour voir qu'est-ce qui est vrai et qu'est-ce qui est faux, mais cet homme-là, il se comporte comme un mouton de panurge, il se comporte comme un béni oui-oui, parce que c'est quelqu'un qui ne sait que hausser la tête et qui ne sait que dire oui. Or, comme nous le rappelle le philosophe français Émile Chartier, dit Alain, le signe du oui est celui d'un homme qui s'endort, mais l'homme réveillé secoue la tête et dit non. Il ajoute philosopher, c'est dire non, n'est-ce pas? Alors, la philosophie, absolument, elle partage cette même exigence de rationalité et de critique avec la science. Donc, ça ne peut pas permettre de les différencier. Mais si je voulais insister sur l'une des différences majeures entre la philosophie et la science, alors qu'est-ce qu'on pourrait dire? On pourrait simplement dire que, ici, la différence fondamentale entre la philosophie et la science réside surtout dans ce qu'on appelle la méthode, n'est-ce pas? La philosophie, elle est différente de la science du point de vue de la méthode. On n'a jamais vu un philosophe avec des microscopes ou bien des lunettes astronomiques. Il n'en a pas besoin. Le philosophe, il fait ce qu'on appelle une spéculation. Qu'est-ce que c'est qu'une spéculation? C'est un retour de l'esprit sur lui-même par le biais de la réflexion. Alors que le scientifique, il ne fait pas de la spéculation, le scientifique, il fait de l'expérimentation, n'est-ce pas? La démarche scientifique, c'est ce qu'on appelle la méthode expérimentale, qu'on résume avec un sigle qui dit tout. Souvent, pour l'expliquer, on emploie l'expression O et RIC. O qui veut dire observation, H qui veut dire hypothèse, E qui veut dire expérimentation, ensuite R qui veut dire résultat, I qui veut dire interprétation, et enfin C qui veut dire la conclusion qui se dégage de cette interprétation qui va donner lieu à une loi ou à une théorie scientifique, n'est-ce pas? Alors que ce protocole expérimental dont le scientifique se sert, le philosophe, lui, il ne s'en sert pas parce qu'il se fonde uniquement sur la spéculation. Bon, il y a énormément de différences entre la philosophie et la science, mais peut-être insister sur ça. La philosophie, elle est personnelle, la science, elle est générale. Aristote disait qu'il n'y a de science que du général, n'est-ce pas? Une philosophie porte le nom de son auteur, alors qu'une science, en réalité, elle appartient, elle est impersonnelle, elle est universelle, n'est-ce pas? Je pense que, bon, on va juste mettre l'accent sur ce point. Alors peut-être, c'est vrai, le temps ne permettra pas, mais peut-être insister un peu sur la différence entre la philosophie et la religion. Alors, la philosophie, nous l'avons dit tout à l'heure, elle se fonde sur la rationalité et la critique, alors que la religion, elle est d'essence non pas rationnelle ou critique, mais la religion se fonde sur des dogmes, n'est-ce pas? Qu'est-ce que c'est qu'un dogme? Un dogme, c'est une croyance, une vérité considérée comme absolue, qui est donnée ad aeternam et qui ne peut pas faire l'objet de remise en question. Je suis musulman, je crois en Dieu, je ne peux pas douter des 5 piliers de l'islam. Je suis chrétien,
je crois également en Christ, je ne peux pas remettre en question le dogme de la Sainte Trinité, n'est-ce pas? Alors qu'en philosophie, aucune vérité n'est absolue. Le philosophe d'ailleurs, pourquoi il exerce son esprit critique? C'est parce qu'il pense que la vérité qu'il recherche, elle n'est pas immédiate et que pour y accéder, il faut commencer par mettre entre parenthèses toutes les idées reçues. Cette vérité, elle est toujours à rechercher et le moyen par lequel il s'engage à sa recherche, c'est tout simplement l'exercice de l'esprit critique, n'est-ce pas? Mais ça ne veut pas dire que la religion exclut également la raison. Parce que même si le philosophe fait usage de sa raison, en fait, ça ne veut pas dire forcément qu'il va, n'est-ce pas, remettre en question toute forme de croyance, n'est-ce pas? Et je pense qu'il y a un philosophe sénégalais bien connu qui s'appelle Souleymane Bachir Diagne, qui a publié un grand livre sur ça, Comment philosopher en islam, où il tente de nous montrer que le fait d'être philosophe ne nous empêche pas d'être un croyant, parce que même si la foi et la raison semblent contradictoires, en réalité, le besoin de croire chez l'homme n'exclut pas la nécessité de faire usage de la raison. Parce qu'absolument, on peut trouver un terrain d'entente. D'ailleurs, il faut bien le dire, la plupart du temps, si la connaissance est privée de foi, ça peut entraîner des conséquences graves. Mais si la foi également est privée de connaissances, ça mène souvent au fanatisme, ça mène à l'intolérance et ça peut être un danger pour la société, n'est-ce pas? Donc je pense que, bon, on n'aura pas, certes, c'est vrai, le temps de revenir peut-être, mais de toute manière, au moins, retenir ces quelques différences entre la philosophie et la religion, la philosophie et la science, et savoir que malgré tout, toutes ces différences, ces savoirs visent le même objectif, à savoir la connaissance, à savoir le savoir, n'est-ce pas? Donc, professeur Astou, vraiment, je m'excuse, j'aurais bien voulu dire plus, mais je suis obligé. Malheureusement. Bon, nous, les philosophes, nous avons l'habitude de parler. Bon, mais comme le temps qui nous est imparti... Faites-moi la promesse de revenir demain. Bon, ça dépend que de vous. De toute façon, nous sommes confinés. Merci. Et vous nous donnez l'occasion de raviver notre vocation qui est enseignée. Donc, c'est vraiment nous qui vous remercions. Merci. Merci beaucoup, Monsieur B. En tout cas, c'est passionnant. Mais moi, juste, docteur Massamba, juste Monsieur B, j'ai envie de revenir sur le mot spéculation. Parce que j'ai comme l'impression que le mot a un peu perdu avec le temps son sens originel. Je pense que c'est bien ça. Parce qu'aujourd'hui, quand on parle de spéculation, on a comme l'impression que c'est péjoratif. Oui. C'est l'impression que j'ai. Vous avez parfaitement raison, parce que la plupart de ces concepts sont un peu galvaudés. C'est-à-dire on finit par leur donner un sens qui est très différent du sens original, n'est-ce pas? C'est vrai, aujourd'hui, quand on parle de spéculation, c'est comme quelqu'un qui parle pour parler, qui n'est pas sûr. Ça, nous, en philo, nous l'appelons plutôt homme du sens commun, n'est-ce pas? C'est quelqu'un qui prend tout ce qu'il entend pour argent comptant. Tout ce qu'il lit dans le net, il dit c'est vrai. Tout ce qu'on lui dit, il dit que c'est vrai. Alors qu'en réalité, spéculation au sens philosophique, c'est ce que les philosophes faisaient. Dans la Grèce antique, ils se retrouvaient autour des banquets et ils se livraient à des spéculations métaphysiques et dans des joutes oratoires extrêmement savoureuses. Donc c'est dans ces conditions-là que la philosophie a vu le jour, n'est-ce pas? Mais quand même, bon, c'est vrai, je comprends ce que vous dites, et c'est important, parce qu'en philo, on commence toujours par préciser le sens que nous donnons au concept, parce que le philosophe est un manipulateur de concepts, n'est-ce pas? Et le concept est extrêmement important. Merci beaucoup. Merci. En tout cas, vous êtes, bien, nous sommes loin des banquets, mais votre joute oratoire, Dr Massamba, aura été extrêmement magnifique. Merci beaucoup, Monsieur Bey. Mais oui, je pense qu'aujourd'hui, tous les bouts de gender doivent être très fiers de leur fils. Ces anciens élèves de Linguère voilà, doivent aussi être très heureux de retrouver leur ancien professeur. C'est cette génération aussi d'enseignants extrêmement assis sur des connaissances et qui n'ont pas perdu le temps à l'université, qui ont fait ce qu'ils devaient faire à l'université. Aujourd'hui, cette douceur dans la transmission de cette connaissance, on sent qu'il y a c'est un très bon philosophe qui est derrière, qui porte un savoir qui ne le mène pas, parce qu'on dit en philosophie, mieux vaut être le cavalier de son savoir que la monture de son savoir. Et vous avez parlé de la
spéculation. Ça me ramène à ce qu'on appelle, nous, le glissement sémantique, parce qu'un mot, il peut être connoté positivement ou négativement, mais ce qui importe, c'est la dénotation. Cette dénotation-là, elle est extrêmement importante. Aujourd'hui, quand on parle de spéculation, même en commerce, ça a un caractère très négatif, mais c'est un caractère aussi qui peut être positif avec la loi du marché, où la spéculation n'est pas forcément la mise en condition des moyens de pression économique différés sur un client. Donc je pense que ça, c'est moi ce que je retiens fondamentalement, c'est qu'il a à revenir pour nous parler de philosophie et mythe, philosophie et magie, et philosophie et sens commun, mais aussi philosophie et liberté, parce qu'il a parlé de ce qu'on peut considérer aujourd'hui comme le mal de ce siècle, penser que tout ce qu'on entend est vrai et dire que tout ce que l'autre a dit est faux. Donc je pense qu'on est dans ce grand débat-là au Sénégal, et ce cours-là peut-être devrait être fait en Wolof, en Sérère, en Diago et dans toutes les langues du pays. Merci beaucoup, docteur Massamba. En tout cas, mille merci aussi à vous qui étiez avec nous dans la salle des profs depuis tout à l'heure. Donc, c'était un plaisir aujourd'hui de recevoir Inspecteur Seck, tonton Inspecteur si vous préférez. Pour les tout petits, nous avions eu aussi monsieur Ousmane Ly, et nous avons aussi fini en beauté avec monsieur Bey Atou, professeur de philosophie, et il promet de revenir demain, Inch'Allah. Donc, soyez au rendez-vous. En tout cas, sachez, Inch'Allah, nous serons avec vous sur ce plateau de la salle des profs. Je pense, docteur Massamba, monsieur B, il a dit, et il a très bien dit, je pense, le savoir nous extirpe de ce monde animal et nous permet d'humaniser nos relations. Donc, c'est capital. Allons chercher le savoir, chers petits. Allons chercher le savoir, chers apprenants. En tout cas, ensemble, nous y arriverons. N'oubliez pas aussi votre livre de la semaine. Le mien, il est sur la table. Aujourd'hui, je finis l'émission ici. Le confinement est certes fini, mais je vais vous quitter en beauté. Allez, au revoir, à demain.